Bonjour, moi c'est Pierre, j'ai 37 ans. On me connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Pierre le cultivateur ou le cultivateur. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter mon jardin potager, mon jardin nourricier avec l'ensemble de mes légumes, l'ensemble de mes parcelles. J'habite en Normandie, dans le Calvados, à quelques kilomètres de Bayeux, à quelques kilomètres de la mer, ce qui me permet d'avoir une météo assez tempérée et ce qui me permet de cultiver quelques légumes atypiques et quelques légumes méditerranéens en Normandie. Aujourd'hui, j'ai un terrain de jeu de 5000 m² et on arrivait, il y avait tout à faire. Donc voilà, la première année, ça a été mise en place d'un compost, mise en place de toilettes sèches, réalisation des premiers dessins, des premiers tests de culture pour voir ce qui fonctionne en Normandie, ce qui ne fonctionne pas du tout en Normandie par rapport à la région lilloise où j'habitais. Tester des nouveaux légumes aussi, essayer d'implanter une première serre, puis une deuxième, voire une troisième serre. Là on peut voir mon potager avec les différentes parcelles, puisque j'ai pas fait un potager traditionnel rectangulaire. J'ai préféré réaliser différentes parcelles de 1,20 m de large sur 8 mètres de long, donc ça fait des parcelles entre 8 et 10 m², puisque c'est pas non plus au millimètre. Donc on voit bien sur chaque parcelle que j'ai de la pierre finalement autour, donc la pierre que je récupère finalement dès que je creuse dans le sol, je récupère ce genre de pierre assez costaud. Ça permet d'emmaganiser quand même de la chaleur, donc de la rediffuser la nuit, ça a cet avantage là. Ça permet d'abriter aussi la biodiversité en dessous des pierres, donc ça va être des fourmis, ça va être des limaces, ça va être un tas d'insectes. Donc la zone rhubarbe, ça me permet de donner un nom, de me donner un historique, donc je note ce que je récolte, je note ce que je plante sur chacune des zones pour éviter de replanter la même chose l'année suivante et de faciliter de faire une rotation de culture de zone en zone. Juste à côté on a la zone thym où j'ai semé des petits pois. Pour l'instant il y a juste des petits pois qui ont été semés sur cette parcelle. On a ici la zone chou de Banto, donc c'est une vivace, les feuilles sont comestibles, on goût de chou, donc on la plante une fois, on n'hésite pas à la tailler et elle va repousser tous les ans. Donc là j'ai retiré le paillage il y a 2 semaines, donc j'ai des rangées oignons rouges, oignons jaunes au milieu, oignons rouges, et au milieu j'ai des carottes qui sont semées, donc là il faut attendre un petit peu que ça sorte de terre. Et ici on est sur ma zone asperge, donc là on peut voir, j'en ai déjà récolté mais j'en ai encore quelques-unes qui sortent, j'en ai 2 ici. Donc sur chacune des points de bambou, c'est où j'ai planté des griffes d'asperges. Donc ça, j'ai fait ça dès que je suis arrivé. Enfin voilà, faut vraiment le faire très tôt, c'est comme la rhubarbe. J'ai pas le même ensoleillement partout, donc le sud est juste ici. Donc j'ai des zones qui sont un peu plus ombragées plus rapidement. Enfin, on peut voir là la zone rhubarbe par exemple, qui est un peu plus à l'ombre. Donc c'est aussi pour ça que là-bas, je cultive souvent tous les légumes finalement qui poussent assez facilement à l'ombre, même les fèves, ça fonctionne très bien. Par contre, je vais jamais faire de tomates, de poivrons sur cette parcelle-là. Donc voilà, non, les zones n'ont pas du tout le même ensoleillement. J'ai des zones qui sont plus acides que d'autres. La zone laitue, encore une fois, elle est sous un sapin. Donc elle a une terre un peu plus acide. La zone la plus ensoleillée, ça va être celle-ci. C'est celles qui sont sur le bord. Donc là, c'est l'aérocambole, donc c'est la zone ail. Alors pourquoi c'est la zone aérocambole? Ça, c'est une belle histoire aussi. C'est l'une des zones qui a subi le plus d'attaques de campagnols et de souris, de taupes, avec le paillage. Ça a été cette zone. Les souris n'allaient pas dans les autres zones, bizarrement, pourtant il y avait la même surface de paille, et elles venaient plus ici, donc j'ai planté l'aérocambole, qui est une plante qui repousse ce parasite. Et depuis que je l'ai planté, finalement, j'en ai encore, parce que là on peut le voir, mais j'en ai beaucoup moins. Là on voit, finalement, c'en est une qui est venue. Mais c'est voilà, il faut aussi l'accepter. Donc ça veut dire que sur cette zone, comme je sais que j'ai des attaques de campagnols, je ne vais pas cultiver de carottes, de pommes de terre, je vais cultiver plutôt des légumes qui poussent en hauteur et ça évitera d'avoir des déceptions au moment de la récolte. Donc là on arrive dans une autre partie du jardin, donc le verger. Donc il y a une surface de 3000 m² où il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Donc quand je suis arrivé, il y avait cerisier, pommier, poirier. Moi j'ai rajouté tout ce qui est néfouillé, comme celui-ci. Donc ça c'est un arbre qui a 4 ans. Donc il produit déjà, là il va reproduire, on voit c'est tout petit, c'est en train d'arriver. Donc mes orties, mes fameuses orties pour réaliser mon purin de feuilles d'ortie, puisqu'il va être riche en azote, donc c'est très très bon. L'azote, ça va permettre à vos plantes de pousser plus rapidement et de développer plus de feuilles. Le lierre sur les arbres, alors bon, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que le lierre ça va tuer les arbres. En fait, faites votre propre expérience, testez et faites aussi ce que vous avez envie. Mais ça abrite énormément de biodiversité. C'est très utile, on peut faire de la lessive avec le lierre, on peut faire beaucoup de choses. Donc si vous gêne pas,
franchement laissez-le, et moi il me gêne pas donc je le laisse. Donc bien entendu, comme je suis sur un jardin familial de 120 mètres carrés, je fais beaucoup de naturel, donc j'utilise beaucoup de principes de la permaculture, parce que la permaculture pour moi c'est pas que du jardinage, c'est un principe de vie aussi, on peut utiliser la permaculture dans ce qu'on fait au quotidien, donc je réutilise beaucoup, donc je paille bien entendu mon sol pour éviter d'avoir la terre au contact direct du soleil, d'assécher la terre, donc ça me permet de gagner, d'économiser l'arrosage, d'économiser l'eau. J'ai la chance d'habiter en Normandie, donc c'est très vert, il y a énormément de pluie, là encore en ce moment il va se mettre à pleuvoir, mais donc je récupère au maximum les œufs de cuisson aussi à la maison. Je vais nettoyer une laitue, je vais récupérer l'eau dans une bassine et je vais la mettre dans une autre bassine à l'extérieur pour réutiliser cette eau directement au jardin potager. Donc je pense que c'est des petits gestes à avoir aussi au naturel, pas de produits, donc j'accepte d'avoir des pertes. J'accepte d'avoir des limaces dans mon potager, j'accepte d'en avoir quelques-unes. Ça me permet de protéger la biodiversité, la vie du sol. Je ne laboure pas du tout mon sol, donc je n'ai pas de machine pour travailler le sol. Pour amender mon potager, j'ai plusieurs techniques. Alors en fin d'automne, j'utilise énormément de compost, de fumier, de crottin de cheval, en fonction de ce que j'arrive à récupérer. Donc là, j'ai un compost qui est séparé en 3 bacs, donc on le voit. J'ai un premier bac ici, j'ai un deuxième bac qui est fermé. Normalement, bon là c'est parce que je suis en train de le retourner, et j'ai un troisième bac, on va appeler ça un bac, hein, rapido. Alors mon compost me permet à peu près de mettre sur 40-50 mètres carrés de potager. Tout le reste, j'ai pas suffisamment de matière organique, donc je suis obligé de prendre des produits extérieurs, enfin du compost extérieur, au travers d'agriculteurs qui sont juste à côté de chez moi, d'aller le chercher avec ma remorque, ma brouette pour pouvoir amender mon sol. Donc ça c'est ma première source d'amendement. La deuxième c'est les engrais verts. Donc là il y en existe énormément, il y a le trèfle, il y a la moutarde, il y en a énormément. Donc ne pas hésiter en automne, fin d'été pour certaines parcelles. Donc moi il y a certaines parcelles en fin d'été, je vais plus rien semer à part de l'engrais vert directement que je laisse pousser sur l'hiver. Et ensuite je coupe à ras au début du printemps pour pouvoir ressemer d'autres choses. Je déracine jamais rien. Il faut pas déraciner parce que ça c'est pareil, on déracine, on va tuer la vie du sol, et puis un sol sans racines finalement va moins prendre l'eau. On marche pas sur ces parcelles aussi, c'est plus pour éviter de compacter le sol de façon trop importante. Il faut un sol très aéré pour que l'eau puisse bien drainer et bien absorber le tout. Donc l'engrais vert, ensuite les purins pour amender le sol indirectement. J'ai le purin de consoude puisque j'ai une herbe qui envahit mon potager, donc autant l'utiliser pour en faire du purin. Et ensuite l'urine, donc mes toilettes sèches que j'utilise pour récolter l'urine, mélanger, diluer pour arroser son potager, c'est très très bon si elle n'est pas avec des médicaments et si vous n'avez pas des voisins non plus trop proches, parce que sinon c'est vraiment très très odorant. Il ne faut pas se mettre des objectifs trop ambitieux quand on réalise son premier potager ou même son potager, je pense, de tous les jours, parce que sinon vous allez courir vers un objectif et vous allez être déçu ou content, mais souvent vous allez atteindre à une déception, parce que le problème du jardin et du potager c'est le climat, c'est la météo, et ça on ne peut pas le contrôler. Donc je pense que déjà il faut faire un certain lâcher prise. On contrôle rien, il faut se faire plaisir, il faut arrêter de vouloir faire un jardin à la française. Tout est droit, tout est carré, les carottes il n'y en a pas une qui dépasse, mais dans la nature il n'y a rien de droit, les arbres ils sont pas droits. Si c'est nous en fait on va les tutorer pour qui, mais en fait on s'en fout. Moi j'ai mes carottes, elles sont comme ça, elles font des zigzags, et alors finalement moi aussi je fais des zigzags, donc c'est très bien que ça fasse des zigzags. Il n'y a rien de, il faut accepter que ce soit naturel, de pas tout contrôler, de prendre du plaisir même s'il n'y a pas de récolte. Ah oui, j'ai testé des tomates, j'ai pris du plaisir à acheter le plant, j'ai pris du plaisir à discuter avec le jardinier, j'ai pris du plaisir à lire un livre pour apprendre des choses autour du plant de tomates. Il faut vraiment voir ça sur tout son ensemble, et si on n'a pas de récolte à la fin, c'est pas grave en fait finalement. On réessaye, on se perfectionne l'année suivante. Le jardin nourricier, est-ce que c'est le jardin qui a de l'avenir? Alors pour moi oui, mais alors moi c'est facile, j'ai 37 ans, j'ai pas mal au dos, j'aime ça. Alors j'achète pas de fruits de mai jusque fin novembre, fin décembre, quasi pas. Je croule sous les framboises, le raisin, les pommes, les poires, mirabelles, prunes, les figues, j'ai des abricots, j'ai des pêches, donc des cerises aussi. Donc finalement avec toutes ces récoltes là, ça me permet de ne plus du tout acheter de fruits.
Sur la partie légumes, évidemment les pommes de terre, je suis totalement autonome et j'arrive en plus à les stocker j'en ai encore de l'année précédente en ce moment. Le plus compliqué finalement, c'est d'avoir les espaces de stockage suffisants pour pouvoir stocker la totalité de nos récoltes d'une année sur l'autre. Pareil pour les carottes, les mettre dans du sable pour pouvoir les consommer toute l'année. Mais quand on produit 300 carottes, il faut avoir la place de stocker finalement ces 300 carottes. Et ça, c'est pas chose gagnée, puisqu'on pense beaucoup aux ravageurs, aux parasites qui viennent manger nos légumes quand ils sont en pleine terre. Mais quand on les stocke, on a aussi les ravageurs qui viennent les manger. Et on peut aussi transformer. On peut faire des tomates séchées, on peut faire des tomates dans des bocaux, on peut congeler aussi un petit peu. Moi, je congèle très peu, je fais beaucoup de bocaux, beaucoup de produits séchés et après je consomme ou je transforme. Donc ça va être des coulis de tomates, ça va être de la sauce tomate finalement maison, les feuilles de basilic, je vais en faire du pesto. Ben voilà, c'est vraiment un peu de transformer les produits pour pouvoir les consommer toute l'année. Donc non, je ne suis pas autonome en légumes. Par contre, j'achète quasi pas de légumes de début juin jusqu'à fin novembre, mais il m'arrive bien entendu d'aller acheter des légumes que j'ai ratés, une culture que j'ai ratée totalement, ou parce qu'à un moment donné j'en ai marre de manger des haricots verts, des tomates, ou j'en ai marre de manger des courges tout l'hiver avec des pommes de terre. Donc bien entendu je me donne le droit d'aller acheter quand même quelques légumes directement produits localement. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, moi c'est ce que je dis toujours. J'ai débuté avec des premières parcelles, je le disais tout à l'heure, 5 parcelles, j'avais 50 mètres carrés, 5-6 parcelles, j'avais 50 mètres carrés de potager. Avant en ville j'avais 10 mètres carrés de potager. Il faut pas hésiter à y aller petit à petit. On fait une première zone, on l'agrandit, on la déplace, on la refait, on en fait une deuxième, une troisième. Ah bah il y a une année j'ai moins de temps, j'en fais que 2. Il faut pas hésiter, il faut pas devenir esclave, il faut cultiver des légumes qu'on aime. Il faut cultiver des légumes simples. S'il y a à choisir, haricots verts, petits pois, laitue, c'est vraiment des légumes très simples. Quand on achète des sachets de graines, on va se retrouver avec 1000 graines de laitue, on a tendance à avoir la main lourde. On va semer 40 laitues. Et à un moment donné, si c'est pour les perdre et les jeter au compost, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc moi j'aime bien noter ce que je récolte pour essayer aussi de planter et de semer la quantité exacte dont je vais avoir besoin l'année suivante. Si on ne le fait pas, on l'oublie, c'est sûr. On oublie, c'est un peu comme l'étiquetage des godets quand on fait ses semis. Il faut noter ce qu'on sème, sinon on oublie totalement. Et éviter finalement de créer du déchet. C'est pas parce qu'on a produit son légume qu'on a le droit de le jeter finalement. Mais il faut aussi faire votre propre potager qui vous correspond. Enfin moi j'ai un potager qui me ressemble et qui ne plaira pas et qui ne plairait certainement pas à tout le monde, mais au moins il me ressemble et moi il me plaît. Donc ça il faut voilà. Le lieu idéal, c'est un lieu où vous vous sentez bien et vous avez envie de passer du temps. Si vous trouvez toujours une bonne occasion pour pas y aller dans votre jardin, c'est que c'est pas le bon endroit. Donc c'est ça. Et moi, pour moi, le plus important, c'est un lieu calme, un lieu où je peux entendre le chant des oiseaux, profiter et puis prendre en compte votre forme actuelle. Si vous avez mal au dos, faites des potagers surélevés. Si vous avez besoin de plus de place qu'1,20 m, vous l'élargissez un peu. Il faut accepter de faire quelque chose qui vous ressemble.